Eh bien, merci Francis, merci à toi de cette invitation. Je voudrais entrer dans cette discussion par une remarque incidente. J'ai été amené ces dernières années, depuis en 2015, 2016 et 2017, à me rendre dans la jungle de Calais. Et d'y séjourner à plusieurs reprises et plusieurs jours à chaque fois. J'y suis allé avec une collègue de Paris 7, Camille Louis, et puis des étudiants de master. Et j'évoque ceci parce que cela a été pour moi une expérience. Et cette expérience-là a transformé de manière très significative la compréhension que j'avais de la question cosmopolitique et donc m'a amené à réfléchir sur la condition migrante. Et donc je voudrais aujourd'hui articuler ces deux dimensions, c'est-à-dire d'une part la représentation que nous pouvons ou devons nous faire aujourd'hui du cosmopolitisme et cette question de la condition migrante. Je vais le faire de manière extrêmement simple. D'abord, je vais rappeler en quel sens je prends cette notion de cosmopolitique des conflits. Dans un deuxième temps, je vous dirai ce qu'a été cette expérience et pourquoi elle a transformé ma manière de voir. Et donc, dans un troisième moment, j'essaierai d'indiquer comment elle transforme l'approche que l'on peut avoir du cosmopolitisme. D'abord, notre représentation, notre conception de la cosmopolitique des conflits. Donc, j'ai publié cet ouvrage il y a plus d'une quinzaine d'années, Un monde commun pour une cosmopolitique des conflits, dans lequel j'essayais de définir ce que serait une politique du monde, conçue dans sa dimension conflictuelle. Je prends donc cosmopolitique au sens littéral, c'est-à-dire politique du monde. Toute la question, c'est du. Qu'est-ce que ça veut dire, une politique du monde ? Mais en tout cas, l'expression grecque, je la prends dans le sens que la traduction latine lui donne, de mundus, c'est-à-dire d'un monde commun à l'ensemble des habitants de la Terre, qui est à la fois un monde humain, et pas seulement un monde humain, un monde de la vie en général dans son entier. Simplement, ce monde est un véritable champ de conflit. Il faut donc lier ensemble deux aspects contradictoires, un monde et des conflits. Ce qui pose deux questions. D'une part, comment un monde peut-il être un monde ? C'est-à-dire comment un monde qui se dit un monde commun peut-il s'instaurer si ce monde est divisé par des conflits, des guerres entre États, des affrontements intercommunautaires, des luttes de classe qui sont à la fois des luttes d'intérêt et des luttes pour le pouvoir. Et puis une deuxième question, comment assumer le fait que les conflits, loin d'être des dommages collatéraux, des accidents regrettables ou des effets néfastes mais évitables, comment assumer le fait que les conflits sont une réalité, c'est-à-dire une donnée constitutive des rapports humains, des rapports communautaires et des rapports évidemment interétatiques. Alors on voit bien que loin d'opposer succinctement la pluralité des conflits qui divisent à l'unité espérée ou projetée du monde, la voie qui s'ouvre pour sortir de cette tension consiste à reconnaître dans la conflictualité le principe qui lie, par leur division même, les instances en conflit. Autrement dit, je reprends le vieux thème héraclitéen du polémos, père de toutes choses. Et il faut donc penser le lien de la division. Pourquoi et comment ? Ce qui nous lie, c'est précisément ce qui nous divise. Comment le conflit qui sépare lie ceux qui le séparent, et quelle est la nature de ce lien ? Voilà le problème tel que je me le posais. Alors, l'examen de ce problème exige d'établir tout de suite une distinction entre deux types de conflits. Les conflits destructeurs, qui procèdent à, ou qui au moins visent la destruction des forces adverses, l'élimination de l'ennemi, et les conflits qui alimentent les disputes, qui ne visent pas la destruction des opposants, puisque précisément ces conflits vivent de cette opposition et font vivre cette opposition. Alors, pour faire vite, je dirais des premiers conflits que ce sont les conflits belliqueux ou les conflits guerriers, qui sont ordonnés à la destruction, et des seconds que ce sont des conflits politiques, des conflits agonistiques. Et que la cosmopolitique, ce que j'appelle la cosmopolitique des conflits, si elle est une politique du monde, du mundus, consiste
à transposer les conflits de premier ordre, les conflits destructeurs, en conflits de second ordre, c'est-à-dire des conflits vecteurs de liens sociaux, des conflits proprement politiques. Autrement dit, la cosmopolitique serait le nom que je donne à une opération qui vise à substituer la politique à la guerre, depuis les strates infranationales des relations sociales jusqu'aux strates supranationales d'une politique à hauteur du monde. Alors, eh bien, ça suppose de ne pas confondre, de ne pas assimiler les affrontements politiques aussi violents qu'ils soient parfois avec des affrontements guerriers, et d'étudier la manière dont les sociétés vivent des divisions qui les travaillent au risque évidemment de les déchirer, en sorte que l'on va alors parler de guerre civile, qui est en quelque sorte un oxymore. Une guerre ne peut pas être civile, et une civilité ne peut pas être guerrière. Donc on touche là le point de rencontre, en quelque sorte, ou le point de confusion entre les conflits politiques et les conflits guerriers. Et toute la politique est là, à mon avis, c'est-à-dire c'est un art des divisions dont naît une possibilité de monde commun. Et tout l'enjeu d'une cosmopolitique alors se dessine de la façon suivante: faire travailler la conflictualité politique contre la conflictualité guerrière. Non pas opposer la paix à la guerre, parce que la paix, tout le monde la veut, mais personne ne la fait, tandis que la guerre, personne ne la veut, mais tout le monde la fait. Donc on ne peut pas se situer sur cette opposition-là. Il faut, je crois, c'est ça l'idée que je me fais de la cosmopolitique, imaginer comment multiplier les scènes de conflictualité politique comme autant de résistance aux conflictualités guerrières, au déploiement de la guerre destructrice. Alors évidemment, ça a des enjeux considérables que je n'évoque pas. Allons-y, continuons. Aussi sommaire soit cette indication, vous voyez qu'il s'agit là de donner au cosmopolitisme une orientation très différente des usages ordinaires. J'en proposerai la définition suivante à titre d'instrument de travail, et je dirais est cosmopolitique la pluralisation des scènes locales de politisation des conflits, scènes et politisations qui entrent en résonance les unes avec les autres, de manière plus ou moins évidemment consistante ou lâche, coactive ou organisée, précaire ou pérenne, mais qui ne donnent pas lieu à une internationale ou à une organisation mondiale. Avec ce concept de cosmopolitique, il s'agit en effet non pas de penser un ordre mondial ou une institution mondiale ou une gouvernance mondiale, par exemple, ce qui a été extrêmement débattu à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est-à-dire une réforme de l'ONU de façon à créer les conditions d'une démocratie cosmopolitique. Mais il s'agit pour moi de corréler deux choses qui sont difficilement, justement, corrélables. C'est-à-dire, d'un côté, une pluralité de foyers intempestifs de lutte politique, disparates, au sein desquels se tissent, dans l'agir ensemble, des liens proprement politiques, donc où s'instaurent des mondes, et d'un autre côté, la communauté de l'ensemble de ces mondes-là, communauté ainsi esquissée, et qui correspondrait à l'éclosion de ce monde commun aux humanités divisées et en lutte. Aussi, l'idée cosmopolitique doit-elle lier à la conflictualité des scènes humaines cette autre dimension d'une politique soucieuse du monde, d'une politique du monde. Mais qu'est-ce que c'est qu'une politique soucieuse du monde? Et monde ici désigne quoi? Au moins trois choses, me semble-t-il. Une politique soucieuse du monde serait une politique qui vise le monde, premièrement, sous son aspect de monde terrestre, c'est-à-dire comme écosystème des vivants, ressources planétaires auxquelles puise l'ensemble des vivants. Donc un aspect écosystémique. Deuxièmement, qui viserait le monde sous son aspect de mondes humains, c'est-à-dire l'ensemble des cultures symboliques et institutionnelles par lesquelles les sociétés organisent leur vie collective en se dotant de normes morales, sociales, juridiques, en se dotant de moyens de production, de systèmes d'échange, etc., de pouvoir. Bon. Et puis, c'est une politique qui vise le monde sous un troisième aspect, sous son aspect de monde commun, c'est-à-dire cet ensemble de relations
que l'on dit dans le langage ordinaire international ou interétatique ou géopolitique, dans lequel évidemment le conflit guerrier prime toujours sur les conflits politiques. On a pu définir d'ailleurs à une époque l'ONU comme étant la scène dans laquelle on parlait la guerre pour éviter que la guerre ne se fasse. Et les guerres continuent de se faire évidemment. En tout cas, il y a 3 dimensions du monde. Les mondes de la vie, liés au travail, les mondes de la culture, liés aux productions symboliques, aux œuvres, et les mondes de la politique, qui sont liés aux actions des hommes, qu'on peut donc désigner comme étant le monde de la vie économique, le monde de la vie culturelle et sociale, le monde des interactions politiques. Eh bien, en chacun de ces mondes se nouent des collectifs, se tissent des liens sociaux de nature différente, qui sont ordonnés soit à l'organisation du travail, et donc au mode d'allocation des capitaux, de mode de production, de distribution et de consommation d'une part, c'est-à-dire à l'ensemble de la sphère économique, soit à l'institution symbolique des univers de sens, c'est-à-dire aux systèmes culturels qui sont, eux, allocataires de signification, c'est-à-dire qui sont donateurs de sens pour la vie collective, et c'est la sphère sociale, la sphère culturelle, la sphère religieuse, soit enfin à l'instauration pragmatique de collectifs d'acteurs politiques pris dans des combats circonstanciels à chaque fois, sur des scènes locales la plupart du temps, ou bien nationales, voire de temps en temps internationales, et là nous sommes dans la sphère politique proprement dite. Donc, entendu de cette façon, une politique soucieuse du monde n'est ni une politique globale, gouvernement mondial, ni une politique internationale, c'est-à-dire le forum des grandes puissances, les fameux G, les G7, les G8, les G20. C'est une politique tout à fait locale, mais métanationale, qui échappe au fond à la catégorisation du national, du supranational ou de l'international. Une politique locale qui se mène ici et là donc à partir du rapport social effectif que des personnes ou des peuples entretiennent entre eux et avec leurs environnements naturels et humains. Et donc, pour préciser et le dire un peu autrement, sous le nom de cosmopolitique, il s'agirait pour moi de penser ensemble 3 attentes. Une attente écologique, à l'égard évidemment des univers de vie, et qui étend ses effets d'une expérience locale à un horizon qui est absolument global, et qui doit affronter les effets destructeurs du mode de production capitaliste en régime néolibéral, parce que la question écologique se pose, c'est dans cet horizon-là, de ce type de mode de production. Deuxièmement, une attente culturelle sur les conditions d'instauration ou de préservation d'un monde commun proprement humain, pas seulement humain par opposition à l'animal ou au végétal, mais humain au sens civil, c'est-à-dire un ordre partagé de civilité ou d'urbanité qui constitue en quelque sorte les conditions sociales d'un agir ensemble, d'une coaction politique. Et enfin, une attente proprement politique qui porte sur les conditions, non pas de résolution des conflits planétaires, intercommunautaires ou interétatiques, parce que nous devons reconnaître que c'est assez vain, mais justement sur les conditions requises de transposition des conflits destructeurs en conflits organisateurs ou créateurs, c'est-à-dire de conflits belliqueux en conflits politiques. Alors, de cette proposition cosmopolitique que j'ai ici schématisée, je retiens 2 choses pour notre propos ce soir. Premièrement, qu'il s'agit de se doter d'un concept proprement politique de cosmopolitique. Cela semble redondant, mais en réalité, c'est justifié pour la raison suivante. Dans l'histoire, je vais le dire de manière très très schématique, nous avons connu au fond 2 systèmes de cosmopolitisme ou de représentation du cosmopolitisme. La première acception s'est déployée dans le monde grec, à la fois dans le sillage du cynisme et dans celui du stoïcisme, mais dans les 2 cas, je n'entre pas dans le détail, cette conception est une conception éthique. Elle n'a pas de traduction politique, y compris dans le stoïcisme que l'on a lié
à l'Empire romain. Et en réalité, nous ne trouvons pas dans l'Empire romain la traduction du cosmopolitisme stoïcien. Bon. Donc c'est un concept éthique. À l'époque moderne, la deuxième acception du cosmopolitisme fut développée par les Lumières en partant de la reconnaissance de la division du monde en royaumes ou en États qui se font la guerre et en cherchant les conditions d'une paix durable, par le moyen de l'établissement d'un ordre mondial soutenu par un droit qui était la reprise du droit des gens sous la forme d'un droit international et avec cette instillation de droit cosmopolitique que les Lumières ont introduite. En tout cas, cette représentation-là du cosmopolitisme est juridique. Et même si elle trouve à se déployer, évidemment, sous couvert de l'édification d'une société des nations, il n'empêche que c'est sous un régime de droit. Et donc, je pense que nous devons aujourd'hui, que c'est une tâche qui nous incombe, élaborer une autre acception du cosmopolitisme qui serait proprement politique et non pas simplement éthique et juridique. Mais non pas le concept, comme je vous l'ai dit, d'un gouvernement mondial, mais le concept, en quelque sorte, qui puise à une conception critique de la politique comme mode d'agir collectif des peuples, pris chacun dans des luttes d'émancipation. Une politique pensée, par conséquent, non pas depuis le jeu des institutions, non pas depuis le jeu des impératifs moraux dont, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme porte en quelque sorte le message, non pas à partir du jeu des grandes puissances et des rapports de force, mais à partir de ces foyers intempestifs de lutte d'émancipation qui se déploient ici et là. J'en donne un exemple que vous avez forcément à l'esprit. Depuis, en quelque sorte, depuis 2011, nous avons assisté, par exemple, à ce que nous avons nommé le mouvement des places. C'est-à-dire, tout d'un coup, des foyers de contestation qui étaient en réalité des foyers d'émancipation, sur la place Tahrir, sur la place Saint-Agma, dans le parc Gezi, sur la place Taksim, à la Puerta del Sol, à Zuccotti Park, ou bien à République avec Nuit debout, etc. Tous ces foyers de contestation, qui sont autant de foyers d'émancipation, ne sont pas connectés ou corrélés les uns aux autres, ne visent pas, malgré le thème lancinant de la convergence des luttes, à constituer une espèce d'organisation mondiale des foyers de lutte, pas du tout. Le jeu se joue par un système de résonance et d'écho, de reprise et de décalage, qui ne sont pas des héritages, qui ne sont pas des allégeances ou des inféodations, mais qui sont comme une musique, un thème qui est pris, qui est repris, et que l'on va entendre résonner dans le monde. Autrement dit, j'essaye de décrire là quelque chose comme une cosmopolitique des résonances, une cosmopolitique d'écho. D'écho ECHOS. Autrement dit, il s'agit de penser autrement la politique, et donc le plan politique lui-même, en partant de la considération des actions, des acteurs, des communautés d'acteurs, de ce que l'agir effectif ensemble produit de spécifique et d'irréductible, aussi bien aux appartenances communautaires qu'aux identifications sociales ou qu'aux obédiences axiologiques. Il y a quelque chose comme un transversalisme dans ces luttes. Et c'est de cela dont il faut se saisir, évidemment, parce que je crois qu'il est porteur de cette cosmopolitique des résonances et des échos. La deuxième chose que je retiens de cette proposition cosmopolitique est la suivante, c'est qu'on ne peut pas ignorer les transformations historiques dont nous sommes les témoins et dont il nous faut assumer les conséquences dans une élaboration philosophique du politique. Or, sans revenir évidemment sur l'analyse de la période inaugurée par la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, et donc sur la globalisation d'une économie transnationale, c'est-à-dire la planétarisation de ce mode de production néolibéral que j'évoquais tout à l'heure, on peut néanmoins prendre en considération, je crois, deux événements ou deux perspectives qui sont décisifs, à mes yeux, pour la reconfiguration du cosmopolitisme. Le premier événement, c'est l'écologie. Le deuxième événement, ce sont les migrations planétaires. Si on veut penser le cosmopolitisme aujourd'hui, il faut assumer ces deux dimensions-là. L'émergence d'une écologie des catastrophes requiert évidemment, vous le savez, une discussion, c'est-à-dire des négociations, des arrangements difficiles et contrariés entre les États,
mais aussi entre les États et les entreprises d'extraction des ressources naturelles, entre les entreprises de l'industrie lourde et de l'industrie de transformation, mais aussi entre les peuples, entre les communautés, voire entre les personnes. Et ce jeu des interactions, des négociations et des discussions transcende au fond les appartenances communautaires et les identités nationales, même si évidemment ces jeux se jouent là, au sein de ces institutions déjà données. Mais avec cette transformation écologique qui frappe l'ensemble de la planète, surgit également un autre phénomène, qui est celui donc auquel j'ai été particulièrement sensible, c'est celui des migrations. Les migrations qui constituent certainement le fait majeur, appelé à modifier de fond en comble notre perception, notre compréhension, voire même notre manière d'agir collectivement dans une perspective cosmopolitique. Et par anticipation, on peut évoquer non seulement les migrations que nous connaissons aujourd'hui, qui affectent, comme vous le savez, des millions, des centaines de millions de personnes, mais vous devez imaginer ce que les migrations climatiques, les migrations liées au réchauffement climatique vont induire comme transformation absolument hallucinante dans les années à venir, demain, après-demain. Et là, si nous n'intégrons pas cette dimension-là, alors nous restons dans des schémas de pensée qui n'ont pas vu que tout d'un coup, le monde est en train de basculer d'une manière qui est absolument décisive. Et donc ces migrations, je crois qu'elles font émerger de nouveaux sujets politiques, encore indéfinissables, voire inassignables, de ce qu'on devrait alors nommer une xénopolitique. Ainsi s'introduit, je crois, une nouvelle dimension dans le concept de cosmopolitique, c'est la dimension de l'étranger, et donc de ce que l'on peut appeler, comme l'a proposé une jeune chercheure ici à Ulm, Sofiane Bizio, une xénopolitique. Une politique soucieuse du monde, c'est une politique de l'étranger. Non pas au sens où c'est une politique adressée à l'étranger, envers les étrangers. Non, c'est une politique qui se mène avec les étrangers. Et c'est à cet endroit que vient cette expérience que j'évoquais en commençant de la jungle de Calais. J'en dis un mot, et c'est assez difficile de le dire en quelques mots. La question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une expérience philosophique, ou qu'est-ce que c'est qu'une expérience qui devient une expérience philosophique. Je crois que la question pour moi n'a pas été qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends. La question a été de quoi dois-je témoigner ? Qu'est-ce qui, de ce que je vois, doit être dit ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce que nous voyons est évidemment déterminé par un ensemble de catégories qui ont été façonnées par un discours public et médiatique. Et il me semble qu'il y a eu un enjeu pour moi au contact de l'expérience des migrants dans la jungle de Calais, c'est de dire, mais il s'y passe tout à fait autre chose que ce que l'on dit qu'il s'y passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe pas ce que l'on dit qu'il s'y passe, mais ça veut dire qu'il se passe aussi autre chose qui, là, pour le coup, est passé sous silence. Au fond, l'alternative dans laquelle je me suis trouvé, je la résumerai d'une façon très simple en disant « S'agit-il de témoigner de la misère, de la détresse ? S'agit-il de témoigner de la puissance, des capacités ? Ou bien on témoigne de la misère et de la détresse, c'est-à-dire des vies blessées ou interrompues, de la mort qui habite les trajectoires de vie, des violences que les forces de l'ordre imposent, autant d'ailleurs que les passeurs aux migrants. Donc, ou bien on témoigne de ces humiliations et de ces dévastations qui sont comme autant de signes d'une déshumanisation orchestrée et voulue, en tout cas nullement empêchée par la puissance publique, ni de la République française, ni des États de l'Union européenne. Et ce témoignage est juste, la dénonciation est justifiée, la critique est requise, la déconstruction très organisée de la production des hommes jetables est nécessaire. Mais rend-on justice aux migrants lorsqu'on a dénoncé l'extrême misère dans laquelle ils se trouvent ? Eh bien, je crois que non. D'où l'alternative. Sans nier rien de ce qui précède, on peut aussi choisir de témoigner d'une certaine puissance de vie, d'une endurance et d'un courage, des manières de triompher de l'adversité et donc de la puissance d'agir propre aux exilés, que l'on peut observer à tout moment. Et alors, ce qui est remarquable, c'est le fait qu'au travers des épreuves subies, les exilés ont toujours je parle en général,
mais j'en ai rencontré 4,5. C'est-à-dire, bien évidemment, je n'ai pas fait une enquête sociologique. Je suis simplement... Je restitue une expérience. Voilà. Bon. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai passé du temps, ce qui, pour moi, est ressorti, c'est qu'ils ont toujours été et souhaité être des acteurs de leur vie. Ils n'ont pas été des victimes d'abord. Bien évidemment, ils ont été victimes. Mais pour eux, derrière la victimisation, derrière la diabolisation, derrière l'extrême prolétarisation dans laquelle on les a plongés, reste une sorte de liberté en acte, constructive, ouverte sur les milieux traversés, qui est en quelque sorte coédificatrice d'un monde, à la fois pour eux et pour nous. Et bien sûr, il y a la détresse, il y a les traumatismes, il y a la violence. Mais néanmoins, ce dont témoignent ces existences, ça a été pour moi de la liberté plutôt que de la fatalité, de la puissance de la natalité plutôt que du poids de la mortalité, des commencements plutôt que des fins, des avenirs plutôt que des passés, de ce dont aujourd'hui et demain sont porteurs et pas seulement de ce qui a été perdu, abîmé et détruit. C'est-à-dire que nous pouvions voir dans cette jungle de Calais des initiatives qui parlent de ce qui peut encore avoir lieu, malgré tout, de ce qui aura lieu, puisque cela ne dépend que de la force de caractère opposée à la fatalité des vies condamnées. Ces initiatives des migrants parlent donc de ce qui est possible et non pas de ce qui est irréversible, de ce qui est faisable et non pas des défaites et des abandons. Elles parlent en quelque sorte de la créativité de ce que l'on dit misérables et victimes, et non pas de la pusillanimité des nantis et des autorités. Autrement dit, elles témoignent, à mes yeux, plus de promesses que de renoncements, plus de sentiments que de ressentiments. Autrement dit, j'y ai vu quelque chose comme une puissance qui est celle que j'appellerais la puissance des commencements, qui est la puissance de la liberté et de l'action. Et la question qu'on ne peut pas manquer de se poser quand on séjourne quelque peu dans le bidonville comme celui de la jungle de Calais, c'est la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de commencer ici ? Calais, ça a été défini, parce que c'est la frontière de Schengen, comme étant le lieu d'échouage, le lieu d'échec. C'est là où tout d'un coup les migrants viennent buter devant la Manche et le mur qui rend infranchissable cette Manche. Et donc, ils font l'épreuve de l'échec. Leur parcours, leur trajectoire, leur errance a échoué ici. Eh bien, quand vous êtes à Calais, quand vous étiez à Calais dans la jungle, 10 000 personnes à la fin, vous pouviez faire l'expérience concrète que les gens qui étaient là, qui avaient subi ce qu'ils avaient subi, et c'est inimaginable ce qu'ils ont subi, étaient encore portés par un désir de vivre, une puissance d'agir, et ne parlaient que de l'avenir. Ils ne parlaient que de ce qui va se passer demain. Alors évidemment, vous ne pouvez pas être confronté à cette situation sans être totalement saisi par le fait que dans ce que l'on a toujours décrit comme l'extrême détresse d'êtres cupides et avides qui voulaient trouver du travail en Europe à la place de nos travailleurs à nous, se laissaient voir au contraire des individus d'une liberté, d'une puissance, d'un désir, d'une capacité extraordinaire. Eh bien, cette puissance des commencements s'atteste pour moi sur deux plans, au travers de deux choses. La première, c'est évidemment ce que je viens de dire, c'est-à-dire une capacité, un désir, une détermination. Et il en faut de la détermination pour avoir franchi le Sahara, la mer Méditerranée, l'Europe tout entière, pour affronter chaque nuit, excusez-moi, mais les CRS qui viennent vous gazer, qui viennent détruire vos abris, vos tentes, vous priver de vos sacs de couchage, qui laissent des enfants en ce moment, là pendant que je vous parle, il y a 300 mineurs isolés qui sont sans abri dans les bois aux alentours de Calais, etc. Donc, vous imaginez le courage qu'il faut. Donc il y a cette force de caractère-là, c'est fondamental, je crois que c'est décisif, en tout cas c'est une expérience. Il y a deuxièmement autre chose, c'est qu'il y a une capacité qui était visible dans la jungle de transformer un bidonville en une ville cosmopolitique. C'est-à-dire de doubler l'aspect misérable des lieux par une urbanisation qui travaille à l'humanisation du milieu. Vous auriez vu ces artères commerçantes bordées d'activités de toutes les villes qui satisfait à l'économie des besoins et des échanges. Vous auriez vu ces restaurants, ces boîtes de nuit, mais vous auriez vu aussi
ces églises, ces temples, ces mosquées, ces bibliothèques, ces hospices, ces dispensaires, ces écoles, ces centres d'art dans un bidonville. Et là, vous aurez vu ceci, c'est qu'au fond, ces individus sont capables de donner la preuve de la capacité de créer des urbanités cosmopolitiques dans un contexte qui est terrifiant, puisque ce contexte était pour eux le suivant: chaque nuit, on tente de quitter cette ville. Et comme on échoue, on y revient. Et donc nous avons cette situation où des individus construisent à long terme une ville qu'ils ne cessent de vouloir quitter à très court terme. Tout ceci sans infrastructure, sans puissance publique, sans financement. Tout ceci dans un univers d'individus qui, grosso modo, représente une cinquantaine de nationalités, qui représente encore plus de langues que ces 50 nationalités. Des individus démunis, avec des enfants en bas âge. Donc autrement dit, dans un univers tel qu'il est impossible de créer une ville humaine et cosmopolitique, eh bien c'est là que dans cette misère se produit cette chose absolument fantastique qui est en quelque sorte d'avoir inventé un monde du fin fond de ce qui est immonde. Alors vous me direz, mais là vous êtes en train d'idéaliser, vous rêvez totalement, etc. Non, je n'idéalise pas. Je ne nie pas l'extrême violence qui s'est jouée dans cette jungle. Je n'oublie pas le rôle des passeurs. Je n'oublie pas la prostitution, la traite des enfants, les trafics de drogue, les conflits, les heurts, les bagarres. Je n'oublie pas toute cette violence-là, et bien sûr celle qu'exerce la police à leur égard. Mais cette conflictualité-là, qui est en quelque sorte, qui se déploie dans des univers où la destructivité est maximale, voilà que ces individus-là nous donnent comme l'exemple de ce que j'appelle la transposition des conflits guerriers en conflits politiques. Il y a quelque chose comme une politisation à l'œuvre dans cette jungle qui a été pour moi évidemment l'exemple frappant de la manière dont il nous faudrait penser l'horizon de cette cosmopolitique. Alors de cela, je tire une leçon et je pose une question. Il est étrange, la leçon est la suivante, c'est qu'il est étrange que ce soit eux, ces migrants-là, ces exilés, qui exemplifient ce que signifie être citoyen et citoyen du monde, alors que nous, qui avons sous nos yeux les preuves manifestes de ces capacités, de ces titres civiques, en quelque sorte, dont ils font preuve chaque jour, nous ne sachions pas voir le civisme dont ils sont porteurs. Et nous ne savons pas entendre justement la puissance créatrice de la liberté à l'œuvre dans des conditions où la liberté est la plus menacée qui soit. Il est étrange dans ce cas-là que nous appelions étrangers, sauvages, miséreux, etc., celles et ceux qui en réalité savent la vie, qui savent la puissance, qui savent la joie, qui savent les cités et les mondes, c'est-à-dire ceux qui traversent des frontières, qui transgressent, qui se confrontent aux pires choses et qui tout d'un coup sont capables, dans ce bidonville, de faire émerger la beauté du monde. Eh bien, de cette leçon, je crois qu'on peut tirer une question, qui est la suivante. Qui sont les vrais citoyens du monde? Et qui sont les étrangers au monde? Sont-ce nous? Et aussi la question de savoir, au fond, de quel monde ils sont porteurs, ces migrants. C'est là que j'en viens alors à ce troisième et dernier point sur les effets que cette expérience a pu avoir sur la compréhension que j'avais de la cosmopolitique. Je le ferai rapidement en indiquant trois choses. La première, ça concerne les mondes de la migration. Demandons-nous, au fond, qu'est-ce que le monde selon les migrants, c'est-à-dire qu'est-ce que le monde devient dans l'expérience des exilés. Alors pour le dire vite, là encore, les migrants sont contraints à l'exil généralement pour trois raisons. L'une des trois, les deux ou trois à la fois. Soit ils sont privés de travail, donc de ressources économiques, privation de la liberté d'assurer leur propre subsistance dans leur milieu natal, dans leur pays d'origine. Soit ils sont privés de leur autonomie de pensée, c'est-à-dire c'est la privation de la liberté culturelle ou de la liberté confessionnelle de la part de pouvoirs idéocratiques. Soit ils sont privés de leur capacité d'action, privation de la liberté politique par des pouvoirs dictatoriaux. Ce qui signifie qu'ils sont dépossédés soit d'une, soit des trois dimensions du monde que j'ai précédemment dégagées comme étant les trois plans sur lesquels une cosmopolitique tente de prendre le monde en charge. Le monde des ressources économiques,
le monde des accomplissements culturels et le monde des actions politiques. Ils sont dépossédés, en quelque sorte, des trois conditions de l'existence humaine, à savoir la vie, le fait d'être vivant, l'appartenance au monde et la pluralité. Cette dépossession initiale induit alors un triple rapport au monde, mais bien sûr un rapport au monde qui est vécu sur un mode négatif. Parce que l'habitation initiale est niée par le départ ou par l'expulsion. Les implantations recherchées en cours de route sont niées par la condamnation à l'errance. Et l'installation désirée sur une terre d'accueil est niée par l'asile refusé. Et pourtant, ce qui est ainsi nié persiste. C'est-à-dire qu'un pays natal a été perdu ou a été abandonné, mais il demeure dans l'imaginaire. Il continue à ressourcer nos capacités de vivre. Les pays traversés restent étrangers à ceux qui n'y sont pas reçus, mais au moins de cette expérience, ils retirent une autre perception du monde. Et enfin, le pays promis, qui n'a évidemment au présent que les traits du rêve et qui n'aura sans doute pour la plupart d'entre eux jamais de visage, est un horizon qui ne cesse de les habiter et de les conduire. Et vous voyez bien que du coup c'est un rapport au monde étrange, parce qu'on n'habite plus le premier monde, si j'ose dire, on ne parvient pas à habiter les deuxièmes qu'on traverse, et on n'habitera jamais ou très rarement le dernier. Ce qui veut dire que les exilés ne sont pas seulement des étrangers pour nous, qui les voyons passer en route vers l'Angleterre, ou pour les Britanniques qui les accueilleront ou qui ne les accueilleront pas, ils sont aussi devenus étrangers à leur pays source, voire souvent se sentent devenus étrangers à eux-mêmes pour être étrangers à leur monde et à tous les mondes qu'ils traversent. Il y a donc comme une expérience d'aliénation, de perte et de privation du monde. Et pourtant, ce que nous apprend l'urbanité des jungles, c'est que la pluralité peut être encore une ressource d'action collective et solidaire, pas seulement de fuites individuelles, que l'édification des commerces, des lieux de culte, des services, des écoles, des bibliothèques, des centres d'art peut encore être propice à une manière d'œuvrer, de produire du sens, des significations, et donc à ressourcer une appartenance au monde, mais aussi à l'inverse, que le défaut de travail, l'absence de possibilité de s'inscrire dans le monde du travail, prive non seulement les individus des ressources matérielles dont ils auraient besoin, mais les prive de l'enracinement, comme si le travail était le moment par lequel nous appartenions à une société et nous pouvions nous doter les moyens d'y vivre. Alors, je crois que le temps passe un peu, donc je voudrais juste ajouter la chose suivante, c'est-à-dire que, au fond... Je peux prendre un quart d'heure. Eh bien alors, je vais prendre un quart d'heure, merci. Ma question serait alors la suivante. Est-ce qu'on devrait, en quelque sorte, opposer cette étrangeté au monde des étrangers à nos mondes à une supposée familiarité dans laquelle nous serions à l'égard de nos mondes à nous, nous qui sommes, nous, des êtres installés, implantés et enracinés? Ou est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas reconnaître... J'ai conscience du caractère très schématique, élémentaire de ces oppositions, mais enfin bon. Ou est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, reconnaître dans l'épreuve de l'exil quelque chose qui définit en propre l'existence elle-même, en sorte que la condition migrante ne serait rien d'autre que la terrible et spectaculaire expression de la condition humaine, et conjointement, évidemment, de la lutte de l'humanité contre sa propre aliénation, c'est-à-dire contre sa démondanisation, contre la perte de monde. Cette question prend à mes yeux un sens tout à fait particulier dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Parce que nous sommes confrontés, non pas à ce que par erreur nous appelons une mondialisation, mais nous sommes confrontés à une globalisation qui en est exactement le contraire. Et c'est la question du monde qui est en jeu dans cette affaire de langage. Vous remarquerez que dans presque toutes les langues du monde que je connais, c'est-à-dire 3 ou 4, et encore je ne les parle pas, on dit globalisation. Et il y a en français, je ne sais pas s'il y a une autre langue qui utilise le mot mondialisation pour désigner ce que toutes les autres langues appellent globalisation. Or, ce sont deux choses dont les références ne sont pas du tout les mêmes. La globalisation renvoie au globe, à la planète, à la Terre.
Mais la mondialisation, ça renvoie au monde. Et le monde, c'est autre chose que la Terre et la planète. Et donc, si la globalisation, par référence au globe terrestre, procède à une sorte d'unification de la planète par une rationalisation économique globalitaire, qui est très différente de ce que nous avons connu comme domination politique totalitaire au siècle passé, la mondialisation, elle, à prendre au sérieux ce que signifie le mundus, le monde humain et le monde vivant, consiste au contraire en une pluralisation des mondes vécus, une pluralisation des lieux où ça fait monde, et donc bien sûr à une confrontation de ces mondes, soit sur un mode conflictuel, soit sur un mode que je dirais transactionnel, c'est-à-dire par le jeu des traductions, de mondes en mondes, de symbolisme en autre symbolisme. La mondialisation est plutôt un processus que je décrirais comme un processus de multiplication des frontières, quand la globalisation est, elle, une logique antifrontalière qui requiert des États qu'ils érigent des murs pour contenir des mouvements de population. Autrement dit, si la globalisation procède à l'effacement des frontières, ce dont la circulation planétaire du capital témoigne, puisqu'il réussit à échapper aux procédures d'identification, d'assignation ou de territorialisation, la manière d'échapper à la fiscalité en est l'exemple frappant, eh bien cette globalisation requiert en retour des murs pour empêcher la circulation des personnes. C'est comme si, au fond, la libre circulation du capital se payait par l'empêchement de circulation des personnes et des populations. Et à l'inverse, le nom de mondialisation convient à une disposition qui correspond à la pluralisation des mondes et donc à la multiplication de frontières qui sont autant de lieux où des mondes se confrontent, passent l'un dans l'autre, se convertissent ou s'affrontent. Qu'est-ce qu'une frontière ? Une frontière, c'est une démarcation qui définit des points de passage et donc des points de tension entre deux ou plusieurs mondes. Sans frontières, il n'y a pas de monde au pluriel et il n'y a pas de monde au singulier, du coup. Il faut des frontières pour avoir des mondes, parce qu'il faut des mondes au pluriel pour constituer un monde commun. Mais on perd le monde dès qu'on édifie des murs qui empêchent les passages, qui bloquent les circulations ou qui figent les confrontations et les tensions. La condition migrante, qui est par excellence passage de frontières, transgression des frontières, nous invite alors à repenser entièrement notre rapport au monde et à le repenser non plus sur le mode de l'enracinement, de l'appartenance, de l'appropriation, de l'exploitation, de l'enclosure, mais sur le monde, je crois, de la transgression. Seulement, qu'est-ce que peut bien signifier penser notre rapport au monde sur le mode de la transgression ? C'est là qu'il faut peut-être tenter quelque chose sur le rapport entre le mouvement migratoire et le mouvement de l'existence humaine. Je crois qu'il faut réfléchir à cette relation avec d'infinies précautions. On peut sans doute dire de toute vie qu'elle est une migration, c'est-à-dire qu'elle a un départ, qu'elle connaît des milieux, qu'elle a une fin, qu'elle passe de multiples frontières, qu'elle se heurte parfois à des murs qu'elle doit contourner ou qui exigent qu'on rebrousse chemin. Mais il n'est évidemment pas question de faire, si je puis dire, sur le dos des exilés, de la migration une sorte de métaphore de l'existence. Parce que la migration pour les exilés, ce n'est pas une métaphore, c'est la métaphore de leur propre corps, de leur propre vie. En revanche, leur expérience des frontières, des transgressions, des encampements sauvages ou contraints et l'ambivalence observable des positionnements balançant entre traumatisme et puissance d'agir, détresse personnelle et créativité collective, nous fait voir comment les migrants inventent des mondes dans les écarts qu'ils sont contraints de creuser avec les mondes reconnus, les mondes stables, identifiés des sociétés de consommateurs organisées en États, en communautés et en religions. Et cette invention des mondes en creux revient à ne pas s'identifier au monde traversé, à ne pas se fixer en un monde pour passer sans cesse de l'un à l'autre, à ne pas adhérer aux habitations et aux propriétés. C'est comme si de l'enracinement initial qui était rompu jusqu'au déracinement contraint par le refus des refuges, par le refus d'asile, via le non-enracinement de l'itinérance, c'est comme si cette traversée des mondes recomposait autrement le mouvement d'une vie, comme si elle redéfinissait autrement des manières d'autre monde, d'habiter le monde, d'y trouver asile, via, en quelque sorte, ce non-enracinement. Parce que pour les migrants, ce non-enracinement, c'est une voie. C'est une voie, je veux dire par là,
que c'est pour eux une manière de vivre et d'accomplir leur propre existence, même si évidemment elle est hantée par l'idée de l'installation à venir, de l'acceptation dans une société, de l'intégration dans l'univers des êtres humains. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme un mouvement que l'on pourrait décrire, le mouvement de l'existence humaine, qui passerait par des stases, si j'ose dire. J'ai dans un autre livre, celui que tu évoquais là, le Maléfice de la vie à plusieurs, décrit ça comme étant un mouvement de déracinement, d'assomption de soi, d'extranéité. Mais on pourrait le dire autrement. Il y a un philosophe tchèque, Jan Patočka, qui a dit des choses admirables sur le mouvement d'existence humaine, en la décrivant comme étant un mouvement d'acceptation, d'abdication et de problématisation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de la vie dans la problématicité, qui est le nom qu'il donne à la vie politique, comment l'appelle-t-il ? La vie à la frontière. Voilà un des noms qu'il donne précisément au fait de s'accomplir politiquement dans l'agir ensemble avec d'autres, c'est-à-dire dans la capacité de faire des cités et de nouer des relations qui sont des relations sociales et des relations politiques. Et donc voilà, peut-être que cette idée d'une vie dans la problématicité, qui est une vie aux frontières, nous indiquerait ce que pourrait être une cosmopolitique migrante. Et donc je terminerai sur une ou deux suggestions là-dessus. On pourrait le penser à partir du concept juridique d'extranéité. L'extranéité désigne en droit la situation de celui qui, sur un territoire étranger, ne peut pas bénéficier des secours du droit qui est réservé aux nationaux ou aux résidents. Or, le problème concret des migrants, c'est qu'ils ne peuvent pas compter sur la protection des autorités de leur pays qu'on dit d'origine, puisqu'ils l'ont fui. Ils ne peuvent pas compter sur la protection des pays de transit, puisqu'ils s'y trouvent en situation irrégulière. Ils ne peuvent pas non plus compter sur la protection des autorités du pays de destination, puisque celui-ci ne les a pas invités, qu'ils s'y rendent à son insu. Ils sont donc dans une sorte d'extranéité généralisée. Mais c'est aussi, je crois, qu'ils se sont souvent, quelque chose qui m'a frappé comme ça dans des discussions, rendus étrangers à eux-mêmes, à force de se désidentifier. Il y a toutes sortes de procédures. Un parcours de migrant est scandé par des procédures de désidentification. Il faut renoncer à sa communauté d'origine, il faut renoncer à son ethnie, à son peuple, il faut renoncer à ses papiers d'identité, il faut se brûler les empreintes digitales pour ne pas être reconnu, il faut dire qu'on est nigérian quand on est camerounais, etc., etc. Il faut apprendre à parler d'autres langues ou à s'égayer dans les langues pour qu'on ne reconnaisse pas celles. C'est un travail absolument considérable. Et cette désidentification, elle a un revers admirable. C'est un processus de subjectivation politique. Plus les migrants se désidentifient des régimes d'appartenance, d'allégeance et d'obédience qui les ont constitués dans le moment initial de leur vie, plus ils se subjectivent sur un mode non identitaire, c'est-à-dire dans la relation aux autres avec lesquels on va agir collectivement, dans des situations que j'ai dit très précaires, parce que les collectifs existent 1 jour, 2 jours, 3 mois, mais voilà, ça ne dure pas. Donc ce sont comme ça des phénomènes de resubjectivation permanente. Alors, je suggérerais, je terminerai là-dessus, d'étendre cette acception strictement juridique de l'extranéité, de l'étendre philosophiquement, c'est-à-dire être exilé, comme vous le savez, c'est littéralement ex salire, sortir de soi, sauter hors de soi. Exister, c'est littéralement, on apprend ça à l'école, se tenir hors de soi, ex sistere. Eh bien, si être exilé ou exister, c'est assumer d'être hors de soi, en quête d'un soi toujours hors de soi, alors l'extranéité signifierait une certaine étrangeté à soi et aux siens, à celles et à ceux de sa ou de ses communautés, bref, une certaine non-adéquation, une certaine non-coïncidence. Et je crois qu'on peut réfléchir justement à la signification cosmopolitique de l'être au monde propre à la condition migrante à partir de cette situation de non-coïncidence. L'extranéation active de l'être étranger à soi, ou le se rendre étranger au monde et à soi, ouvre une voie d'accès à l'étrangeté de tout autre. Et là, je crois qu'il y a une piste, une première piste, pour réfléchir à la signification cosmopolitique de l'être au monde, propre à la condition migrante. Et d'un autre côté, l'extranéité, qui est la forme exceptionnelle d'un monde entièrement divisé en souveraineté nationale, en souveraineté étatique,
devient la forme ordinaire d'un monde dont les prérogatives de l'État sont ruinées de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a du trouble dans les frontières qui décidaient de façon tranchée entre le dedans et le dehors. Il y a du trouble dans les populations qui étaient distinguées entre nationaux et étrangers. Il y a du trouble dans la souveraineté de l'État, dont l'autorité était dite légitime sur un territoire délimité et une population circonscrite, puisque les frontières de ce territoire sont poreuses, on y entre et on y sort malgré la police, et sont traversées de toutes parts, et puisque les populations qui occupent ou traversent ces territoires ne répondent plus aux critères de la citoyenneté nationale. C'est-à-dire que territoire, population et autorité de l'État sont troublés en quelque sorte par l'extension brouillonne de l'extranéité. Et les lieux par excellence de ces dérangements de l'ordre mondial sont devenus pour nous les frontières. C'est pourquoi, au fond, je crois que... Et ces frontières ne sont pas simplement les frontières géographiques qui sont à la bordure extrême des territoires. Les frontières, vous savez, maintenant prennent la forme de guichets, d'organismes de contrôle, de patrouilles, de surveillance, de drones, etc. C'est un équipement de la frontière. Bon. Mais en tout cas, je crois que les populations migrantes qui activent les frontières parce qu'elles vivent de leur transgression nous éclairent sur cette condition cosmopolitique. Bon, voilà. Je termine là-dessus. Nous avions défini la cosmopolitique par la pluralisation de scènes locales de politisation des conflits. Il me semble que les frontières sont des lieux de cette sorte, que s'y joue un test politique fondamental. C'est très simple. Ou l'hospitalité, qui est un concept politique, ou l'expulsion, l'incarcération, qui est une mesure policière. À la frontière et dans la relation aux migrants se joue la façon dont un État se pense sur un plan politique ou se pense sur un plan strictement policier. Pour l'instant, aucun État de l'Union européenne ne procède autrement que par police. Et donc la réalité cosmopolitique des frontières, elle est prise en charge par des citoyens, par des bénévoles, par des associations de solidaires, par des ONG, etc. Ce qui est un véritable problème de savoir pourquoi est-ce que le contenu, la chair politique des relations est aujourd'hui prise en charge non plus par les institutions de la puissance publique, mais par les engagements privés d'individus solidaires. C'est quand même une grosse interrogation sur ce qui est en jeu dans la politique aujourd'hui. Bon. Et on peut dire aussi, à l'inverse, que tous les lieux où s'engagent des luttes émancipatrices, les fameuses places par exemple que j'évoquais tout à l'heure, sont comme autant de lieux frontières de la démocratie, où s'éprouvent des subjectivations irrédentistes qui résonnent en écho les unes avec les autres et dessinent comme ça un monde cosmopolitique. Je vous remercie de votre attention. Tu as clairement exposé ton plan. Qu'est-ce qu'une cosmopolitique des conflits? Concept que tu as suggéré il y a longtemps dans le livre dont on parlait. Deuxièmement, quelle expérience tu as vécue à Calais qui, à la fois, a illustré cette cosmopolitique des conflits et qui t'a fait évoluer sur ce concept et qui l'a fait développer, et troisièmement, précisément ses conséquences. Alors, quant au concept lui-même de cosmopolitique des conflits, tu pars du fait qu'il y a deux types de conflits, qu'il y a des conflits destructeurs, belliqueux, et des conflits agonistiques, autrement dit, ce qu'on appelle la politique. Qu'il n'y a pas, que la politique, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus, mais un dissensus qui suppose évidemment que l'on puisse se parler les uns aux autres, alors que dans les conflits belliqueux, eh bien, précisément, on veut détruire l'ennemi au lieu de disputer ou discuter ou s'opposer avec ses concitoyens. Et la thèse que tu avances, c'est au fond celle-ci. Tu viens de le rappeler, une cosmopolitique consisterait à transformer les conflits du premier ordre en conflits du deuxième ordre, c'est-à-dire pluraliser les scènes locales, mais tu prends local au sens très large, puisque ça inclut en particulier les politiques étatiques, nationales, bon, entre autres. Donc, pluraliser les scènes locales de politisation des conflits, c'est-à-dire, au fond, c'est une autre façon de dire transformer
ce qui est définitoire du politique, à savoir le conflit, disons, agonistique, hein, ce serait au fond la finalité d'une cosmopolitique de transformer tous les conflits guerriers, belliqueux, en conflits de type agonistique. Et sur 3 plans, qui est une trilogie sur laquelle tu es revenu à plusieurs reprises, sur le plan d'une part, une politique qui serait soucieuse du monde, donc qui serait cosmopolitique, évidemment en reprenant le sens étymologique de cosmopolitique, politique du monde, monde aux 3 sens, monde d'abord de la vie, monde terrestre, écosystème de vivants, monde humain, condition de le mettre au pluriel, n'est-ce pas ? Les cultures, les symboliques, les religions, etc., tout ce qui constitue l'humanité dans sa pluralité, et troisièmement, le monde commun, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui passent par les relations, entre autres, internationales, les relations étatiques, et peut-être, si j'ai bien compris, de ce qu'on appelait traditionnellement, justement, traditionnellement, depuis le XVIIIe siècle, les relations cosmopolitiques elles-mêmes. On reviendra peut-être sur ce plan-là. Donc, voilà, c'est sur ces 3 plans que tu souhaites installer une cosmopolitique. Alors, ce serait la 3e étape du cosmopolitique, hein, selon toi, une étape, disons, grecque qui était essentiellement une définition du cosmopolite ou du cosmopolitisme éthique. Bon, je suis un citoyen du monde, ça signifie moralement, je considère tout autre être humain comme un être humain sans distinction de nationalité, d'ethnie, de langue, etc. C'est la version peut-être grecque, en tout cas morale, du cosmopolitisme. Une version qui serait juridique, c'est le cosmopolitisme des Lumières, qui, c'est pas tout à fait ce que tu as dit, mais je le dis, tu me rectifieras si tu n'es pas d'accord, c'est d'instituer à côté des droits nationaux, le cosmopolitisme du XVIIIe, c'est à côté des droits nationaux, internes à chaque État, ou du droit international dans lequel chaque État est considéré comme un individu, dans lequel on règle cette espèce d'état de nature des États par la question du droit des gens, etc. Un 3e type de droit qui serait celui qui règle les rapports d'un citoyen d'un État avec l'ensemble des autres États du monde et qui suppose en effet éventuellement le droit d'être accueilli et non pas traité comme un ennemi et autre chose comme ça. Donc ce n'est plus le rapport du citoyen à son État, ce n'est plus le rapport de l'État à l'État, c'est le rapport d'un citoyen à tous les autres États. Bon. Donc ça, c'est la 2e étape que tu estimes juridique, et toi, tu souhaites ouvrir la voie à une 3e étape, une 3e définition du cosmopolitique qui serait proprement politique. Et tu as pris comme exemple de ce passage du local à ce qu'on n'ose pas dire global, après ce que tu as dit de la globalisation, en tout cas au mondial, les mouvements des places, place Tahrir, place Taksim, place de la République, etc. Il y en a beaucoup d'autres, dans lesquels se jouait à la fois quelque chose comme un rapport au monde et qui, à chaque fois, partait du local. Alors, il y a tout cela se joue aussi bien dans sa dimension écologique que ce qui marque notre époque, c'est évidemment les crises écologiques. Tu as parlé surtout de la crise climatique, mais il y a d'autres crises sur la gestion des ressources et sur la gestion des déchets, etc. etc. Bon, enfin bref, et d'autre part, les migrations planétaires qui se rejoignent évidemment en ce sens que la crise dite climatique renforcera de plus en plus les migrations. Alors, la 2e partie consacrée à ton expérience d'être allé à la jungle, ce qu'on appelle la jungle de Calais, dans une curieuse métaphore, puisque tu t'es efforcé de montrer que ça n'était pas une jungle, justement. Et les 2 aspects sur lesquels tu as insisté, le 2e étant évidemment beaucoup plus nouveau et beaucoup plus
stimulant et nourrissant par rapport, sur le plan philosophique et par rapport à ton exposé, c'était le second. Le premier aspect, c'est celui qu'on connaît, c'est celui qu'on est ou qu'on imagine ou qu'on a pu lire, celui de la violence faite aux personnes d'où qu'elles viennent. Violence d'où qu'elles viennent évidemment de la police ou des violences internes à cette situation de précarité. Mais tu as insisté sur la capacité extraordinaire, je ne vais pas y revenir parce que tu as insisté avec beaucoup de pertinence et de talent, sur la capacité à créer en permanence, à recréer des urbanités politiques, là même où, premièrement, on frôlait l'impossible pour les raisons que tu as indiquées d'abord, et d'autre part parce que précisément on ne crée pas une urbanisation là où l'on veut rester, mais là où l'on doit passer nécessairement, et là d'où l'on veut s'extraire pour pouvoir passer ailleurs et s'installer ailleurs. Alors, tu en as tiré quelque chose qui, à la fois, alimente ta propre réflexion sur le cosmopolitique, c'est-à-dire la capacité humaine, appelons-la comme ça, je ne vois pas d'autre, à réinventer au sein même de la conflictualité une dimension politique dans le sens à la fois très large que tu as donné à ce mot et dans le sens étroit de la police, P-O-L-I-S, c'est-à-dire de créer de l'urbain, créer de l'urbanité, créer de tout ce qui est nécessaire à la vie commune. Alors, conséquence que tu en tires, ou la leçon que tu en tires, c'est qu'au fond, qui sont les vrais étrangers, qui sont les vrais citoyens du monde? Est-ce que la leçon que nous devons attendre de ce phénomène d'urbanisation paradoxale dans les situations extrêmes, ça n'est pas ça la vraie condition de la citoyenneté du monde? Est-ce que le migrant d'aujourd'hui n'est pas le modèle de ce qu'est, de que signifie habiter un monde, puisque même s'il est 3 fois nié, hein, tu as insisté là-dessus, aussi bien sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, c'est-à-dire les 3 négations correspondant aux 3 mondes que tu as distingués, cette façon de réinscrire toujours du politique là où on veut le nier, c'est 3 façons, si je puis dire, de nier cette triple négation. Tu as terminé en opposant globalisation, que tu as repris dans son sens originel, ce qu'on nomme à tort, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, la mondialisation, c'est-à-dire la politique globale de circulation, de circulation essentiellement des marchandises, avec, au contraire, ce qui pour toi serait la véritable mondialisation, c'est-à-dire la capacité que nous montrent les migrants d'inventer des mondes avec les écarts existants entre les mondes qui se jouent aux frontières, et en particulier à inventer une subjectivité au travers de toutes les désidentifications auxquelles ils sont soumis et qu'ils ont dû affronter. Voilà en gros ce que j'ai retenu de ton exposé. Donc si tu permets, sauf si tu as des rectifications ou des ajouts. Aucune rectification, aucun ajout, non. Alors je vais commencer par te poser une question sur un point qui est au fond assez secondaire par rapport à ton exposé, mais qui est en même temps une demande d'éclaircissement. Je n'ai pas compris le rôle que tu fais jouer à la frontière. C'est-à-dire, je n'ai pas compris si c'est... de temps en temps, j'ai eu l'impression, dans la dernière partie de ton exposé, que c'était au fond un rôle positif, puisque tu as dit, au fond, sans frontières, pas de monde, au pluriel, et que, voilà, pour qu'il y ait cosmopolitisation, au sens que tu dis, il faut qu'il y ait des frontières, mais en un autre sens, bien, la cosmopolitique, ça consiste bien quand même, qu'on le veuille ou non, que ce soit sur le plan moral, sur le plan juridique ou sur le plan politique, à nier ou à dépasser l'idée de frontière. Donc, je voudrais peut-être qu'on recommence par préciser ce que tu entends par frontière. D'abord, tu l'as pris au sens frontière
nationale, et puis tu l'as élargi à un sens plus métaphorique. Est-ce qu'on peut repartir de l'analyse que tu fais à la fois du sens que tu donnes à frontière, même au sens très étroit, et deuxièmement, à la valeur que tu donnes, négative ou positive, à la frontière? Je réponds tout de suite. Ah, oui. Merci de cette question. Effectivement, il y a une ambiguïté qui tient aux usages que l'on fait du terme, à la manière dont le terme est utilisé dans les discours idéologiques, je dirais. Car on a tendance à penser que la frontière, c'est ce qui, en quelque sorte, ferme l'accès à un État ou empêche de sortir de cet État. C'est-à-dire qu'on confond la frontière avec une barrière. En réalité, quand on raisonne sur le concept lui-même, on est obligé de convenir qu'une frontière, c'est une ligne de démarcation, et que cette ligne de démarcation joue un double rôle, d'une part de séparer A de B, mais d'un autre côté de définir le moment où on passe de A à B, ou de B à A. C'est-à-dire, la frontière, c'est aussi un point de passage. Une frontière, c'est ce par où on passe pour passer à autre chose, ailleurs, etc. Et alors, comme nous pensons que la frontière est une clôture, une barrière, en fait, nous imaginons la frontière comme étant ce qui ferme. Nous devrions imaginer que la frontière, c'est ce qui ferme, parce que c'est aussi ce qui ouvre, ce qui rend possible les passages. Donc à ce titre-là, la frontière est la délimitation des mondes qui rend possible la connexion des mondes entre eux, les passages d'un monde à l'autre, c'est-à-dire ce que j'appelle la mondialisation, la pluralisation des mondes. Bon. Le vrai problème, il est où? Il est que les politiques actuelles, mais ça appartient à l'histoire, c'est pas nouveau, consistent en quelque sorte à avoir dans des frontières des murs et à transformer les frontières en murs. Nous avons aujourd'hui, c'est exemplaire et c'est quand même extrêmement révélateur, je ne sais plus combien de milliers ou de dizaines ou de centaines de milliers de kilomètres linéaires de murs entre les États. Si on érige des murs entre les États, c'est bien parce qu'on remplace la frontière par autre chose, c'est-à-dire on remplace la ligne de délimitation qui consiste à dire ici vous êtes dans A, ici vous êtes dans B, par une clôture qui rend impossible de passer de A à B. Bon. Donc c'est en ce sens-là que la frontière, moi je suis très frontalier, j'aime bien les frontières. De toute façon, nous passons notre vie à traverser des frontières. Si on prend la frontière comme étant précisément ces points de passage, toute existence est une transgression permanente de frontières. Bon. Et donc la question, c'est que les frontières sont requises pour les constitutions des mondes et sont requises pour les dialogues des mondes entre eux. Et le vrai problème, c'est le moment où on continue à parler de frontières alors qu'on a substitué à frontière un mur. Entre les États-Unis et le Mexique, il n'y a plus de frontières. Il y a 3,50 m de frontières et, je ne sais pas, 4000 km, je dis les chiffres au pif, de murs. Je suis tout à fait d'accord avec toi que de plus en plus les peuples et les États réclament des murs et c'est un des phénomènes récents les plus inquiétants, même en Europe, bien évidemment. Bien évidemment en Europe, puisque l'Europe s'est constituée, on aura une séance sur la notion sur l'Europe, précisément l'Europe jusqu'à Schengen, qu'il faut saluer. S'est constitué sur le fait qu'il y aurait des États, mais il n'y aurait plus de frontières marquées entre les États et qu'on pourrait librement circuler. Les personnes pourraient circuler presque aussi librement que les marchandises à l'intérieur de ce qu'on appelle la zone Schengen. Mais j'insiste, personnellement, je ne vois rien de bien dans une frontière. Pourquoi ne pas dire qu'au fond, il serait juste bien supprimer les frontières? Et tu dis, les frontières séparent des mondes. Non, pas du tout. Les frontières, les mondes, ça peut être des mondes qui existent culturellement. Les cultures n'ont pas besoin de frontières, les langues n'ont pas besoin de frontières. Je dirais même les nations n'ont pas besoin de frontières, dans un sens, les nationalités par exemple, ce qu'on appelle les nationalités n'ont pas besoin de frontières. Il n'est qu'à penser qu'au conflit qu'il peut y avoir en ce moment en
Espagne où des nationalités peuvent exister. Et certains réclament qu'en plus il y ait des frontières. Donc les religions, en fait tout ce que tu as appelé les mondes symboliques, que je partage, la diversité des mondes symboliques est essentielle à l'humanité. Et je ne vois pas pourquoi elle a besoin de frontières, dans la mesure où il est extrêmement rare que des frontières politiques, juridiques, séparent des mondes. Que les mondes, au sens que tu entends, c'est-à-dire les mondes culturels, les mondes symboliques, etc., que la plupart des séparations existant entre les mondes sont extrêmement poreuses, suppose des formes de métissage, d'influence réciproque, etc., que les frontières que les séparations entre les langues, les cultures, etc., n'ont pas besoin de frontières, et qu'il est exceptionnel dans l'histoire que des frontières recoupent quelque chose comme un monde au sens où tu as parlé, au sens où tu l'as dit. Voilà donc Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as l'air de dénoncer ça comme étant une position rectificative par rapport à ce que je dis, mais c'est simplement... tout dépend de l'extension que l'on donne à la notion de frontière. Si on la prend littéralement au sens où on la prend, c'est-à-dire la frontière politique qui sépare des États entre eux, alors effectivement, je suis d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin de frontières, que c'est un instrument politique au service de l'exercice d'une souveraineté, et qu'à ce titre-là, elle ne sépare pas des mondes, elle fabrique des différences, et elle fabrique des différenciations. Mais néanmoins, quand je passe aujourd'hui en Belgique, sur l'autoroute, il y a un endroit où on voit qu'il y a eu, longtemps avant, des guérites pour la douane, la zone, bon, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, je suis en Belgique, et un moment, je ne suis pas en Belgique. Bon. Donc la frontière, j'entends ici dans un sens à ce point général qu'elle désigne cette... alors attention, elle désigne cette ligne de démarcation entre deux espaces ou deux États avec un petit E. Deux États comme, je ne sais pas, l'État liquide et l'État gazeux, quoi. Enfin, voilà. Donc on est ici, avec la frontière, on essaye de penser les points de transformation d'une chose en une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut penser la frontière, non pas comme une ligne simplement de séparation ou d'enfermement, mais qu'on peut la penser comme une zone. Les travaux, par exemple, d'anthropologie que mène Michel Agier sur les frontières dans une perspective cosmopolitique, là, je pense à son dernier livre, qui s'appelle « La condition cosmopolite », consiste précisément à montrer que la frontière, ce n'est pas une ligne, c'est un pays, c'est une zone. C'est quelque chose d'indéterminé puisque ça s'étend bien plus au-delà de ce que l'on croit et que du coup, s'y trouvent réunis et confrontés des individus, des situations qui sont en tension spécifique à cet endroit-là. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire, Agier, lui, parle de ce qu'il appelle l'homme-frontière. L'homme-frontière, c'est au fond ce que nous sommes en tant que nous sommes traversés, divisés par de multiples frontières qui sont par ailleurs des frontières mouvantes, qui bougent, qui changent, qui disparaissent, réapparaissent, etc. Et que voilà, nous faisons ces expériences. Alors, je prends l'expérience des migrants comme étant l'expérience d'individus qui passent les frontières et qui se retrouvent bloqués aux frontières. Donc, c'est un terrain d'expérimentation incroyable, parce que du coup, alors c'est là le sens négatif de la frontière, parce que du coup, appartient au système frontière les camps de rétention, les centres dits d'accueil et d'orientation, ou voilà, les CADA, etc. Bon, bref, tous les dispositifs d'enfermement de ceux que l'on veut justement arrêter aux frontières. Et à ce moment-là, la frontière redevient l'instrument d'exercice d'une souveraineté régalienne, quoi. Merci de cette précision. Je vois que sur le fond, on est d'accord. Tout dépend évidemment de ce qu'on entend par frontière. Et un des aspects de problématique que tu développes et que je partage, c'est comment préserver ou lutter en vue d'un monde commun qui, par ailleurs, préserve l'extrême diversité culturelle, symbolique de l'humanité. C'est évidemment cette contradiction, cette tension interne à ce qui définit l'humanité, hein, c'est-à-dire sa nécessaire
unité et sa tout aussi nécessaire diversité et pluralité, qui est un des problèmes que l'on doit affronter. Alors, j'en viens à une deuxième question que je voulais te poser concernant alors ton appareil conceptuel initial, qui me paraît extrêmement intéressant et fécond. Alors, quand tu dis, au fond, il y a une distinction entre deux types opposés ou distincts de conflits, les conflits destructeurs et les conflits, au fond, agonistiques qui définissent la politique. Est-ce qu'ils sont tout à fait sur le même plan, ma question? C'est-à-dire, je comprends très bien que le second type de conflit, qui définit la politique ou le politique, définissons-le par la conflictualité, que n'importe quel, il y a énormément de traditions philosophiques qui définissent le politique ou la politique par la conflictualité, c'est la nécessité que nous avons de vivre ensemble et l'impossibilité que nous avons de vivre ensemble sans un système de règles, sans un système policier même. Bon, autrement dit, c'est ça qui définit la politique, la nécessité de faire société et l'impossibilité de le faire sans une police. Alors, je comprends que dans ton système, dans ton doctrine, tes propositions, tu veuilles substituer le premier type de conflit par le second. Autrement dit, politiser, etc. Je comprends deuxièmement que tu fasses du conflit agonistique quelque chose qui soit essentiel à l'humanité en tant qu'elle vit politiquement. Mais, et au fond, ma deuxième question rejoint un petit peu la première, est-ce que le conflit destructeur dont tu n'as donné, je crois, qu'un seul exemple, c'est le conflit interétatique, mais as-tu d'autres exemples? Est-ce qu'il est sur le même plan? Je veux dire, est-ce qu'il est définitoire de l'humanité, même s'il est co-substantiel depuis qu'il y a des hommes, comme on dit, ou est-ce qu'il est, pour toi, définitoire de la condition humaine, voire de la définition de l'humanité comme politique? Voilà en gros ma question. Ma question est à la fois anthropologique et politique. On constate, ou tu constates qu'il y a deux types de conflits, des conflits, disons, internes qui définissent le politique et des conflits externes, l'ennemi extérieur, etc. Mais est-ce que pour toi, ce sont deux types de conflits du même type, relevant de la même condition humaine, etc. Voilà en gros ma question. Ou est-ce que l'un est accidentel et l'autre est essentiel? Parce que ta proposition, si je vais jusqu'au bout, je suis prêt à l'admettre, ça consiste à dire, au fond, le conflit agonistique, je développe un peu ce que je voulais dire, le conflit agonistique, il est nécessaire, il est constitutif de l'humanité. Et l'autre, il est au fond accidentel, c'est-à-dire qu'il y a des conflits. C'est à ce point accidentel qu'on devrait pouvoir viser un idéal, une idée d'une cosmopolitique dans lequel tout conflit se réduirait à un conflit politique. C'est donc que le premier type de conflit, au fond, il est accidentel, il est accessoire, il est résorbable, il peut se dissoudre dans ce qui est proprement définitoire de l'humanité, anthropologique, qui est le conflit politique. C'est pas simple. Bah non, non. On n'est pas ici pour faire simple. Oui, je le constate à mon corps défendant. Nous n'avons, me semble-t-il, aucune raison conceptuelle, c'est-à-dire aucun moyen conceptuel d'étayer de façon rationnelle et convaincante le fait que les conflits destructeurs, que j'appelle les conflits belliqueux ou guerriers, seraient des accidents malheureux qu'on pourrait surmonter ou dont on pourrait se passer, alors que les divisions politiques seraient constitutives. Je crois réellement qu'il n'y a pas de vie collective qui ne soit pas travaillée, instruite, constituée, formée, vivifiée par des conflits,
et que se situer sur ce plan des conflits signifie se situer sur le plan proprement politique des interactions sociales. Donc le problème politique, ce n'est pas, comme on le dit souvent, d'éliminer les conflits. Le problème politique, c'est de faire vivre des conflits qui sont porteurs contre des conflits qui ne sont pas porteurs, qui sont destructeurs. Bon. Alors la distinction maintenant entre des conflits politiques et des conflits guerriers, elle a évidemment l'inconvénient des distinctions binaires, c'est-à-dire c'est grossier. On devrait imaginer quelque chose comme un curseur avec d'un côté la destruction guerrière de la guerre totale et d'un autre côté des conflits que l'on dirait apaisés et producteurs, qui seraient une agonistique oratoire et verbale, comme dit Habermas, une pragmatique communicationnelle, on discute et au fond c'est ça qui est bien. Et on aurait comme ça les deux pôles et puis après il y a le curseur qui se balade de l'un à l'autre. Bon. Et donc là, en réalité, du coup, ça veut dire qu'il y a continuité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans deux univers. Donc je ne parle pas de substituer, je parle de transposer. Je crois par exemple que l'ONU a été inventée et a échoué, en partie, parce que précisément l'ONU s'est donnée comme une institution qui devait réglementer les relations interétatiques et prévenir la guerre, réparer les dommages de guerre si on n'avait pas pu prévenir la guerre. Bon. Enfin, prévenir la guerre, arrêter la guerre, réparer la guerre. Voilà les trois missions de l'ONU. Bon. Et il s'avère que le jeu des forces interétatiques est tel qu'en réalité, toutes les résolutions que l'ONU prend pour prévenir la guerre ne sont jamais suivies d'effet. Donc, pas toujours. Jamais beaucoup dire. Tu as raison, je suis radical et c'est dommage. Donc très souvent, pas suivi d'effet. Ce qui veut dire que la tentative de transposer sur une arène de discussion publique interétatique les torts et les mésententes entre des États, de façon à leur donner un débouché non militaire et non guerrier, échoue, voire même peut souvent être instrumentalisé comme un moyen d'acquérir des positions de force, etc., dans des conflits militaires. Donc là, le problème, c'est qu'il y a une tentative de transposition. Et je crois qu'au fond, toute la question politique, c'est justement la transposition. Et que là-dessus, il faut se situer exactement aux antipodes de la leçon de Clausewitz qui dit que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'en réalité, non, la politique, c'est précisément le moment où on met fin à la guerre. Et le problème, c'est qu'on peut difficilement mettre fin à la guerre et que par conséquent, cette tentative de transposition, elle est vouée elle-même à échouer. Mais elle constitue, à mes yeux, le sens même, le sel même, l'intérêt même du politique. Donc, on aurait, je crois, d'un point de vue... Alors, je vais dire anthropologique, je ne suis pas anthropologue, et voilà. Enfin, je pense que les conflits meurtriers et destructeurs, c'est des trucs auxquels on ne pourra jamais mettre fin. Bon, jamais. Voilà. Que ce soit au niveau des relations interpersonnelles, intercommunautaires, au niveau des interclassistes entre les classes sociales, que ce soit entre les religions, que ce soit entre des États constitués, cette violence destructrice, elle me semble... inévitable. Bon, regrettable, mais inévitable. En revanche, il me semble aussi que nous commettrions une erreur de penser que ce qui définit le politique, c'est la capacité d'être consensuellement en accord pour éviter les conflits. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. C'est un certain mode de gestion de conflictualité. Et donc, du coup, pour moi, l'enjeu est le suivant, c'est-à-dire non pas dire la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais de dire la politique, c'est ce qui met fin à la guerre en transposant ce qui est de l'ordre d'un conflit voué à la destruction en un conflit qui est voué à la création d'un lien que j'appelle le lien de la division et le lien commun. Ce sont des données, là pour le coup, qui me semblent définitoires, comme tu dis, de l'espace politique proprement dit. Et il me semble... Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut ensuite aller observer concrètement, dans des situations que nous connaissons parfaitement, le moment où la transposition d'un plan sur l'autre échoue, où elle est dénoncée par un rabattement d'un plan sur un autre. Tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait dans toute société des forces de l'ordre qui assurent l'ordre social, et très bien. Mais lorsque, par exemple, on fait entrer dans le droit commun des mesures prises dans le cas d'une situation qu'on appelle l'état d'urgence, on est en train de faire glisser ce qui relève d'une logique de guerre dans un ordre de droit commun qui relève d'une agonistique politique.
Et là, on fait quelque chose, à mes yeux, tout simplement, d'extrêmement dangereux et d'inacceptable. C'est-à-dire de faire passer des logiques qui se justifient, enfin, des dispositifs qui se justifient dans des logiques de guerre, comme étant des dispositifs qui devraient réglementer l'ordre de la vie politique proprement dit. Et là, il y a un glissement d'un plan sur un autre. Ou lorsque, j'ai encore passé là une huitaine de jours à Calais récemment, très récemment, il y a 10 jours, je ne vous raconte pas ce que j'y ai vu de la violence policière. C'est simplement inimaginable, je ne m'y attendais pas. J'ai fait quelques manifs jeunes, on a peut-être fait les mêmes, je ne sais pas, mais enfin bon, et là, on a vu ce que c'était que la violence policière. Là, il y a une violence qui est incroyable à l'égard des migrants, qui est une violence totalement inappropriée, totalement disproportionnée, et donc absolument injustifiée, dont on n'arrive pas à comprendre quel est l'objectif. Et là, on se dit à un moment, mais tout simplement, on a basculé d'une logique dans une autre. On a basculé d'un plan, qui était le plan politique, où les forces de l'ordre sont là pour assurer l'ordre, à un plan où les forces de l'ordre deviennent des instruments d'extermination. Parce qu'aller réveiller des gamins dans les bois la nuit, leur piquer leur sac de couchage, gazer la nourriture, voire les gazer dans la bouche, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la destructivité. Alors quand on demande au préfet, au sous-préfet ou au ministre de l'Intérieur comment ça s'explique, la réponse est simple, je ne veux pas de point de fixation de migrants sur le littoral de la Manche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la chasse à l'homme. Et là, à un moment, je me dis, voilà, on est repassé du plan politique, de l'agonistique politique, à un plan qui est celui des logiques destructrices, quoi. Merci Étienne de ton éclairage à la fois conceptuel et expérientiel, si j'ose dire.